Merci de prendre le rendez-vous du service public de l'information au Bénin. Voici les titres de ce journal. La prochaine rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques au Bénin, au cœur des échanges entre le chef de l'État et des présidentes d'institutions, la vice-présidente de la République et la présidente de l'Institut national de la femme. La communauté internationale est conviée depuis 72 heures à se pencher sur l'état de la démocratie sur la planète. Démocratie et diversité, pouvons-nous dépasser les clivages? Telle est la question. Nous en revisitons ici les piliers. Hors du Bénin, attaque contre un camp militaire et une base aérienne au Mali. 8 victimes, dont des enfants, dans un effondrement d'immeuble en Sierra Leone. Annonce de l'Union européenne de soutenir les pompiers portugais face aux flammes. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal que nous démarrons avec cette alerte. Commençons donc par cette disparition qui suscite de l'émoi. Plus de nouvelles de la triple championne d'Afrique d'heptathlon. La béninoise Odile Aouanou, portée disparue en France. Selon des informations rapportées par la presse française, Odile n'a plus été vue depuis le 10 septembre dernier à Sotteville-Rouen. Une semaine déjà, elle a déposé son enfant à l'assistante maternelle et n'est plus revenue la chercher. La police française a lancé un appel à témoins pour la retrouver. Une bonne nouvelle cette fois-ci avec les échos du concours international Génie en herbe OADA Abidjan 2024. Le Bénin, sacré champion pour la deuxième fois consécutive face au même adversaire, le Mali. Ce concours, qui est défini comme le plus grand rendez-vous universitaire africain en matière de droit des affaires, a récompensé aussi le capitaine de l'équipe béninoise avec le prix du plaideur d'or qui distingue le meilleur orateur de la finale. Un succès qui pourrait donc témoigner de l'excellence de la formation juridique au Bénin. Je l'indiquais, leadership politique au Bénin, quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité publique? La question sera au cœur des prochaines rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin du 20 au 21 septembre prochain. Le sujet et l'événement sont soumis au chef de l'État, au magistère ouvertement pro-féministe. Patrice Talon a reçu donc la vice-présidente de la République et la présidente de l'Institut national de la femme. Quels engagements derrière l'événement à venir? Écho avec Rebecca Kenjaronde, Mohamed Bior, Patrick Benou et Françoise Insou. Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expériences, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyon-Kogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangbe, pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de 5 siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César, en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicité, mais encouragé et nous a partagé avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors, il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrés vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la Gani de la Nyon-Kogi dans l'après-midi du 21 septembre.
de la promotion de la femme béninoise. Passons à la promotion de la destination Bénin. Les actes dédiés à la promotion de l'industrie hôtelière et touristique dans ce sens se multiplient. Dernière décision en date du 11 septembre dernier en Conseil des ministres, la rénovation de l'ex-hôtel Marriott. Arnaud Adadia en revisite la portée et la met en perspective au regard de la politique de développement de la destination Bénin. On regarde. Plus de doute, les Béninois sont désormais convaincus de la volonté politique manifeste du régime actuel d'accorder une place de choix au tourisme. En témoignent les travaux de rénovation de l'Est Marriott qui commencent bientôt. Un hôtel 5 étoiles qui viendra renforcer les différentes offres touristiques du Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres du 11 septembre. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage délégués. Le Bénin se révèle ainsi avec la réalisation des infrastructures touristiques exceptionnelles. Alors que la décision intervient à quelques jours du lancement de Sofitel Cotonou, la rénovation de l'ex-hôtel Marriott se présente comme un sauvetage. Une question dans ce journal pour poursuivre. Démocratie, dans quel état es-tu? La question est remise au goût du jour depuis le 15 septembre dernier, journée internationale de la démocratie. À l'occasion, on revisite la démocratie et la diversité en interrogeant la perspective du dépassement des clivages. Et si pour y répondre, on revisitait tout simplement les fondements essentiels de la démocratie, c'est l'exercice que nous propose le desk politique de la rédaction sous la plume de William Aguiar qui s'y coltine. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Une formule d'Abraham Lincoln, 16e président américain, pour définir la démocratie. C'est un système politique dans lequel le peuple exerce le pouvoir par le biais d'élections libres et transparentes. Mais il y a d'autres définitions de la démocratie. Et il y a quelque part une dichotomie entre deux compréhensions de la démocratie globalement sur la planète. Celle d'une démocratie libérale, donc qui est plutôt l'apanage des pays du Nord, défendue notamment par les États-Unis et puis les pays européens. Et puis on a une démocratie dont la matrice n'est pas l'individu, mais plutôt le groupe. Elle se repose sur le principe de séparation des pouvoirs, trois essentiellement. Le législatif, le pouvoir de faire les lois, l'exécutif, le pouvoir de les appliquer, et le judiciaire, le pouvoir de les faire respecter. Ensuite, vous avez aujourd'hui une problématique importante concernant la démocratie. La question des libertés fondamentales. La gouvernance démocratique se sépare de la gouvernance autoritaire. La démocratie qui est un régime politique qui garantit les libertés et qui permet le choix libre des dirigeants par les citoyens, et le régime autoritaire qui, en fait, est un pouvoir dans les mains d'une minorité d'élite qui, en fait, limite les libertés publiques, qui parfois limite le droit à la participation politique, qui parfois viole les droits de l'homme. Au-delà de ces principes de base, la transparence, la recevabilité, la reddition des comptes, bref, la bonne gouvernance est essentielle pour évaluer l'état d'une démocratie. Au début des années 2000, on a le terme de gouvernance qui a succédé à celui du gouvernement et qui est justement intervenu pour marquer un changement dans la compréhension qu'on avait de l'autorité étatique qui devrait être plus englobante et inclusive, qui prenait en compte notamment les aspirations de la société civile et une notion quelque part de démocratie davantage participative. C'est-à-dire, on a des grands temps de la démocratie, les élections, mais également l'idée de dire que la démocratie c'est également tous les jours. La démocratie c'est également l'inclusion de la population dans toutes les petites décisions de la chose publique, et c'est ce qui permet de participer aux grandes. C'est en réalité la façon d'éduquer les gens à s'approprier la chose publique pour que lors des grands rendez-vous, on n'ait pas des abstentions monstres telles qu'on constate dans certaines démocraties, même les plus grandes d'ailleurs. La démocratie est un pilier de stabilité. Dès lors que la démocratie favorise le choix libre des dirigeants, mais aussi concourt à la stabilité politique, c'est un régime à saluer. C'est pourquoi, évidemment, vous savez qu'il y a encore un an, le secrétaire général des Nations Unies a dit que la démocratie porte des promesses, mais il y a des menaces compte tenu des tensions et des bouleversements que
que nous vivons dans le monde. Des menaces tenant compte des conflits et des foyers de tension qui se démultiplient ça et là avec leur dose de violation des droits de l'homme. Lorsque on viole les droits de l'homme et qu'on viole le principe, on parle de recul démocratique. Dans l'hypothèse d'un recul démocratique, ça impacte non seulement les relations internationales, la coopération régionale, mais aussi les investissements étrangers. La démocratie comme système moderne de gouvernance, le système politique le plus fragile selon certains analystes. Et pour l'entretenir, il faut savoir dépasser les clivages malgré les différences. Qui parle de démocratie, parle d'état de droit. Justement, en parlant de respect des droits, ce sujet va en parler. Équité et égalité des chances des filles et fils de la République face aux opportunités et droits citoyens. Ce principe, autrefois soumis à bien d'infortunes et d'errances, est désormais sanctuarisé, de sorte que depuis 2016, un citoyen peut et doit donc réussir à un concours public juste par son mérite et non par le levier d'un bras long. Concours public sous le sceau de la transparence et de l'équité. Ulvaeus Balogun brosse ici les enjeux d'un paradigme qui ne devrait pas souffrir d'écart. Suivant. L'égalité des chances dans l'organisation des concours au Bénin est aujourd'hui une réalité. La transparence et l'équité dans le processus de recrutement dans la fonction publique et d'autres secteurs sont désormais garantis. Un principe rétabli depuis 2016. Avant 2016, l'organisation des concours de recrutement dans la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. L'égalité des chances pour l'accès à l'emploi public devenant ainsi une question primordiale pour rétablir la confiance. C'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Et le ministre du Travail de la fonction publique que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même ni dans les travaux de délibération. La transparence s'impose désormais donc dans tout processus de recrutement à la fonction publique. À la clé, le délai moyen de proclamation des résultats qui est passé à 15 jours contre 90 voire 180 jours avant 2016. Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire que nous appelons généralement les AM. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Des chiffres qui témoignent de ce que la transparence dans l'organisation, l'évaluation impartiale et l'égalité des chances sont de mise pour une administration publique performante et au service du développement. Réussir au mérite, on en parle à travers les échos d'un parcours diplômant prestigieux, celui conduisant à l'expertise comptable. Les candidats à l'examen d'obtention du diplôme d'études supérieures de comptabilité financière ont planché au Bénin. 2 centres ont accueilli les 113 futurs experts comptables potentiels. État d'esprit des candidats et conditions de composition avec Gilles Dansou et Alexis Quenam. L'examen d'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière d'ESCOGEF est lancé simultanément dans tous les pays de l'espace UEMOA. Au Bénin, 2 centres agréés sont retenus, à savoir les cours Pigier et l'ENEAM. L'obtention de ce diplôme n'est qu'une étape qui conduit à la profession d'expert comptable. L'expertise comptable de l'UEMOA est articulée autour de 3 diplômes. Nous avons le DECOGEF qui correspond au bac plus 3, donc niveau licence. L'examen s'est déroulé dans tous les centres agréés du 2 septembre au 16 septembre. Ensuite, nous avons le DESCOGEF, ce que nous venons de lancer ce matin. C'est le DESCOGEF
qui correspond, n'est-ce pas, au niveau master. C'est après ce diplôme d'ESCOGEF que vous pouvez maintenant faire vos stages de 4 ans dans un cabinet. Et après ce stage, vous allez faire maintenant passer l'examen final qui va vous donner droit au diplôme de l'expertise comptable dans l'UEMOA. Le DECOFI, diplôme d'expertise comptable financier, est l'étape finale. C'est un diplôme professionnel qui forme au métier d'expert comptable, d'auditeur, de commissaire aux comptes de société. Donc un diplôme qui est ouvert sur le monde économique et le monde des affaires. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin travaille étroitement avec les structures spécialisées du domaine. L'Ordre des experts comptables veille notamment aux exigences de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de la Fédération internationale des comptables en matière de normes, en matière de formation professionnelle, en matière de contrôle qualité de la profession et en matière d'éthique et de déontologie. Après la phase écrite, les candidats seront appelés à plancher devant un jury, ceci pour l'oral. Rentrée académique effective hier au Bénin, même début des classes au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya à Cotonou. Jean Nombimé et Amandine Aniambossou ont capté l'enthousiasme des apprenants de ce centre qui est en fait la première chance d'intégration sociale pour eux. Regardons le sujet. J'aimerais devenir une chanteuse. La vie ne lui laisse pas le choix, mais Gracia tient à ses rêves. Elle a 13 ans et non-voyant. C'est ici, au Centre de promotion sociale des aveugles du Segbaya, qu'elle apprend à lire et écrire comme nombreux autres de ses camarades. Je suis venue ici l'année passée et j'ai commencé mes classes en réa d'abord et après j'ai rejoint la classe que je devais rejoindre normalement. Au premier semestre, j'ai été le deuxième de l'établissement avec 18 de moyenne. Et au second semestre, j'ai pu me rattraper, j'ai été le premier de l'établissement avec 18,47 et moyenne annuelle 18,37 et je suis toujours le premier de l'établissement. On se comprend très bien et on étudie ensemble. Si on ne comprend pas quelque chose, on va au moins chez nos aînés et ils nous expliquent. Le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya accueille les non-voyants de tous âges. Grands comme petits, ils sont pris en charge pour leur réadaptation et éducation. Comme pour dire que les non-voyants aussi ont droit à une formation. Le défi d'ailleurs pour toute personne déficiente visuelle est de pouvoir se mouvoir dans son espace, d'avoir une bonne maîtrise de cet espace-là. Et la réadaptation est le cours spécial où nous apprenons à tous les apprenants la mobilité, donc la capacité de se mouvoir seul sans dépendre de quelqu'un, les activités de vie journalière. Le troisième volet de la réadaptation comporte, c'est l'apprentissage du braille. Le gouvernement du Bénin a pris l'engagement d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des personnes handicapées. Et très récemment encore, des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer davantage les facteurs d'inclusion des personnes handicapées sur plusieurs domaines, non seulement en matière d'employabilité, mais aussi en matière d'éducation et aussi pour améliorer toutes les questions liées à leur mobilité. Le handicap n'est pas une fatalité. Le gouvernement s'attelle à donner aux personnes handicapées les mêmes droits. L'amélioration constante de leurs conditions de vie, une priorité absolue. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Bon parcours à ces apprenants. S'orienter vers des études techniques et formations professionnelles n'est plus un pis-aller au Bénin pour des jeunes en échec scolaire dans les filières généralistes. Le gouvernement veut faire des filières professionnelles la voie royale d'insertion. Comment les élèves des filières techniques et professionnelles ont-ils donc démarré leur entrée ? Voyons ce qu'en dit par exemple le directeur départemental Ouémé des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Il est allé voir la rentrée au lycée technique et professionnel de Porto Novo. On écoute ici Séverin Merkouenou au micro de Nathalie Doris Oolabi et Calvador Arwanou.
Enseignants et apprenants ont pris d'assaut les écoles ce lundi 16 septembre. Au lycée de jeunes filles Tofa 1er de Porto Novo, c'est une ambiance de reprise des classes. Cérémonie de montée des couleurs, puis installation des élèves dans les salles de classe. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et j'ai espoir que vous allez faire de meilleurs résultats. Et mon souhait est que cette année-là, dans le cadre des examens qui vont se dérouler, que le lycée Tofa 1er soit le meilleur des lycées du Bénin. Soyez rassurés de ce que notre assistance ne vous fera pas défaut. Et chers élèves, retenez que les vacances sont désormais derrière nous et que cette fois-ci, nous sommes prêts à affronter le défi. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des parents sur le rôle qui doit être le leur. Le dialogue parents-élèves se trouve être de nos jours absent. Donc je les convie à reprendre leur rôle de parents dans les maisons. Aujourd'hui, on parle de la parentalité positive. Donc vous avez beaucoup à faire, accompagner les enfants dans les différentes tâches afin que le succès vienne à bout de tous nos efforts. À l'endroit des enseignants, je les invite aussi au sérieux. Ils vont se sentir un peu fatigués, mais il est à peine d'aller chercher au fond d'eux-mêmes l'énergie qu'il faut pour pouvoir reprendre la rentrée avec nos enfants, donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les 80% de réussite aux différents examens que le gouvernement nous a signés encore cette année, on puisse atteindre cet objectif-là. Le top de la rentrée donnée, chaque maillon de la chaîne est appelé à jouer convenablement sa partition pour une année scolaire 2024-2025 réussie. On va parler santé à présent. Elle est citée comme la première cause de l'obésité infantile. Et si on y prend garde, une alimentation non équilibrée peut entraîner de nombreuses complications chez l'enfant. Christelle Tongodo a interrogé à ce sujet une spécialiste qui attire l'attention des parents. Le surpoids ou l'obésité est une forme de malnutrition par excès qui consiste en une accumulation anormale ou excessive de graisse dans le corps de l'enfant. Le gras et les sucres apportés à l'organisme de l'enfant vont se transformer simplement en gras de plus qui seront stockés par l'organisme de l'enfant. Et puisqu'il ne bouge pas beaucoup, il n'en dépense pas autant. Et cette accumulation dès le bas âge va commencer par le prédisposer au surpoids. Il ne faut pas limiter les quantités, mais il faut agir sur la qualité de ce qu'il mange en réduisant les gras et les sucres dans son alimentation. Un enfant obèse va développer pratiquement les mêmes complications que nous les adultes. Il va faire le diabète de type 2, il va développer les problèmes d'inflammation de ses articulations, donc arthrite. Il va faire une apnée du sommeil. En dormant, il va se réveiller étouffé parce que les graisses qui vont entourer ses poumons ne vont pas lui permettre de bien respirer, ou bien les genoux qui seront déformés. Il aura les pieds qui vont s'aplatir puisque le poids va peser sur ses articulations au niveau des chevilles qui vont aplatir ses pieds. Chez la fille, on peut avoir les problèmes de kyste. Elle peut développer le syndrome de polykyste de l'ovaire. Ces graisses vont entourer ses ovaires. Et quand elle va grandir, pour pouvoir produire des ovules, ça va être difficile. 3 choses. La première, il faut montrer à cet enfant qu'il est aimé de ses parents et de la famille, autant que les autres enfants, s'il y en a. Deuxième chose, il faut lui offrir une alimentation saine et équilibrée en réduisant le sucre, le sel et les gras. Il faut lui faire boire suffisamment de l'eau en fonction de son poids et de son âge, lui offrir assez de fruits et de légumes et à la place des jus de fruits, même si c'est nature, au risque pour ces enfants de lui apporter encore du sucre, il vaut mieux lui donner de l'eau. Ça, c'est pour la sécurité de la santé des enfants. On va parler de sécurité
Grandeur nature, avec ce coup de filet de la police, plusieurs individus ont été interpellés samedi dernier à Parakou pour trafic de drogue. Une opération qui a permis de faire une saisie de stupéfiants chez des trafiquants. Voici le récit que nous propose Ayelo Djouamoussou et Esther Amessiga. La police républicaine a appréhendé samedi 14 septembre 2024 5 individus pour trafic de drogue dans le 3e arrondissement de Parakou. À l'issue de l'opération menée par le commissariat central de la ville, appuyé par le commissariat du 3e arrondissement, les informations font cas d'une transaction suspecte dans une maison sise au quartier Soin-Roux. Les investigations allant dans ce sens ont conduit à la saisie d'au moins 1,67 kg d'une poudre blanche soupçonnée être de la drogue. Les mises en cause ainsi que le produit saisi ont été mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID afin de déterminer la nature de la poudre blanche et d'établir la procédure subséquente. Culture à présent, le plus grand événement culturel du septentrion, la Gani, déroule un agenda riche en animations nocturnes. Tenez, à l'affiche, un géant concert de musique, de danse traditionnelle et urbaine. Une crème d'artistes sont invités pour tenir le public de la Gani en haleine, comme dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Temps fort d'une belle nuit blanche avec Ronald Robinson. Une foule de spectateurs au stade Biokpasso de Niki. C'est le géant concert de la Gani 2024. Dans l'histoire de la Gani, moi personnellement, je n'ai jamais vu une telle population. Je suis fier d'être parmi les participants de cette édition de 2024. Toneix, il est passé devant moi, j'étais ému par rapport à sa prestation. Le passage de plusieurs artistes des musiques traditionnelles et urbaines a fait la joie du public. On est fier de dire merci au gouvernement qui a permis d'avoir ces deux spectacles à travers la DAC, qui a décidé de mettre en lumière la culture Bartonou, de mettre en lumière la Gani. Je suis très impressionnée par le concert de la Gani. Je vois que d'année en année, les choses se professionnalisent. On a eu le support de la DAC, du gouvernement cette année, mais c'est une très bonne chose. Je suis très heureuse de voir les artistes béninois de tout notre pays défiler, égayer la population. Ce concert, qui a tenu en haleine le public du samedi au petit matin du dimanche, fait partie des plus grands divertissements nocturnes de la Gani 2024. Dernier acte de ce journal, l'actualité à l'étranger, c'est avec Blaise Adambo. Des coups de feu ont retenti ce mardi matin à Bamako, où des hommes armés ont attaqué un camp militaire. L'armée malienne a déclaré en fin de matinée avoir le contrôle de la situation après ce qu'elle a présenté comme une attaque terroriste. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, a revendiqué ces attaques. Tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladié, dit l'armée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La situation est sous contrôle, assure-t-elle dans un message également diffusé dans un flash de la télévision et de la radio nationale. En Sierra Leone, au moins 8 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la capitale Freetown, ont annoncé les autorités. Les opérations de sauvetage se poursuivent à la recherche de survivants,
toujours sous les décombres. Le bâtiment situé dans l'est de la ville, qui abritait des logements et des commerces, s'est effondré entre 11h et midi, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes, NDMA, dans un communiqué. Le président de la Sierra Leone a demandé une enquête approfondie après ce drame. Les négociations et les tractations auront duré jusqu'à la dernière minute. Ursula von der Leyen a dévoilé ce mardi son équipe de commissaires européens et les portefeuilles qu'elle leur demandera de diriger au cours des 5 prochaines années. Le futur collège de commissaires européens compte 11 femmes et 16 hommes. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des incendies de forêt qui ravagent le Portugal. Les feux ont brûlé des maisons, coupé des routes et contraint à des évacuations préventives. Le pays a été placé en situation d'alerte jusqu'à jeudi par les services de secours. Plus de 5000 pompiers ont été déployés sur le terrain avec l'appui de 1600 véhicules selon le site de la protection civile. La présidente de la Commission européenne a déclaré que l'UE mobilisera en urgence 8 avions de combat aux incendies pour aider les services d'urgence portugais. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.